Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. C'était Sundance de Népal. Vous écoutez toujours Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Et nous sommes toujours avec Louise-Anne et Camille et Sylvain, Pierre, Manon et Cassandre au micro. Alors, Louise-Anne, Camille, nous allons donc aborder un sujet d'actualité encore plus important, le cœur du sujet, si je puis dire, Extralucide, votre dernière production et réalisation. Alors, première question, pourquoi Extralucide ? Pourquoi est-ce que vous l'avez fait et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, Extralucide ? Alors, pourquoi on l'a fait ? C'était dans le cadre du Nikon Film Festival et il y avait une contrainte, un jeu. Donc, on avait cette contrainte-là en tête. Après, pourquoi Extralucide et ce titre-là, qu'on a trouvé assez vite et qui est resté de manière assez évidente ? C'est parce que au moment de la création et de l'écriture, on savait qu'on voulait parler du jeu de l'imagination et de la perception aussi. Comment est-ce que finalement il y a des mondes intérieurs gigantesques qui peuvent exister dans un être silencieux. Et donc c'est presque magique, c'est de l'extra-lucidité, et d'où le titre. Mmh. Nous sommes dans un format court, 2 minutes et 20 secondes, je crois, et assez intense, car il se passe beaucoup de choses. Alors, pour ce cadre-là, je pense qu'il y a eu effectivement une contrainte du Nikon Festival, mais y a-t-il eu une inspiration ou désinspiration par rapport à ce format-là, ou à votre manière de le mettre en scène ? Par rapport aux 2 minutes 20 ? Et la façon de construire quelque chose en 2 minutes 20 ? Oui, c'est ça. Je sais pas trop. Je pense que la voix off, une fois qu'on savait que c'était une voix off, on s'est dit il faut qu'il y ait des moments saillants dans ce qu'il dit. On a pas mal réécrit ensemble, parce que même si, on va dire, je suis plus à l'écriture, l'écriture, c'est jamais une activité solitaire. Il y a toujours une discussion et... Je sais pas, Camille, si tu... J'ai pas l'impression qu'on ait eu une inspiration nette, définie au préalable. On a eu des inspirations, surtout en termes de type de cinéma qu'on voulait Justement, faire. c'est aussi la question que je voulais poser. Alors moi, j'étais obnubilée par... Kieslowski. Voilà, Kieslowski. Je sais pas si vous le connaissez. Pas du tout. C'est un réalisateur polonais qui est pour les cinéphiles avertis un cinéaste culte. Et en fait, il fait un cinéma très atmosphérique, mystérieux. Toutes les réponses ne sont pas données. C'est au spectateur d'être hyper actif et même d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Et au moment où on faisait le projet d'Extralucide, j'avais mangé sa filmographie en je sais pas, 2 semaines. Et dans Bleu, donc un de ses films, il y a une scène qui m'avait bouleversée. Je vais vous la décrire, vous n'allez pas comprendre. Où une femme, il faut voir le film, hein, il est génial, où une femme trempe un carré de sucre. C'est Juliette Binoche. Jouée par Juliette Binoche, qui est très très magnétique dans le film. Et en fait, elle trempe son carré de sucre dans un café et juste le sucre qui s'imbibe du café. Et là, le regard de Kieslowski et le jeu et tout. C'était chargé émotionnellement. J'ai dit à Camille, je voudrais trop qu'il y ait un sucre qui s'imbibe. Et il est dans nos 2 minutes 20, on l'a mis. Même 2 fois. 2 fois, oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'était mon petit chouchou, mon inspiration. Et après, alors, on a été un petit peu perturbés au moment où on a écrit et créé, de voir à quel point Amélie Poulain n'était pas loin. Alors que c'était absolument pas voulu ni recherché. Même au niveau des couleurs, la photo, voilà, on s'est posé des questions. On s'est posé beaucoup de questions. Je me suis fait la réflexion quand je l'ai vu. Et on a même eu peur à un moment donné, on s'est dit mince, les gens vont croire qu'on veut faire un Amélie Poulain version nous. Et parce que notre personnage, donc spoiler alert, mais bon, on peut, je sais pas. Oui, on peut. C'est un aveugle, à la fin on le découvre, ou en tout cas on peut deviner. Encore une fois, finalement les interprétations sont ouvertes. Et en fait, à un moment, on s'est dit, on va regarder des scènes sur YouTube d'Amélie Poulain, et la première scène sur laquelle on tombe, c'est elle aide un aveugle à traverser la rue. On se dit, mais merde, c'est pas... Zut, on savait même plus qu'il y avait un aveugle dans Amélie Poulain. Donc c'est pas voulu, mais il doit y avoir une forme
dans la création aussi, il y a ça, il y a des choses qu'on a engrangées pendant des années, et puis ça ressurgit. Et vos inspirations sont donc multiples, mais il y a également énormément de symbolique dans ce court-métrage. Il y a beaucoup de choses qui sont représentées. Vous parliez du morceau de sucre, par exemple. Et maintenant, parlons un peu des personnages. Puisque donc dans ce court-métrage, nous avons donc 2 personnes qui ne se connaissent pas. Une 3e personne, vous l'avez dit, qui est potentiellement peut-être aveugle, ainsi que la personne qui travaille dans le bar. Comment vous êtes venu à l'esprit l'idée de création de ces personnages et cette complémentarité de caractère qui donne vraiment l'impression de rentrer dans un triangle? Le cœur, c'était un petit peu cet homme-là qui observe d'une autre manière une situation et puis une scène, un peu à la manière de nous tous quand on attend, je sais pas, dans une salle d'attente, à un hall de gare, un moment dans le métro, dans le tram, peu importe. Et moment-là où on est emporté en fait dans une espèce de contemplation analytique un peu d'une situation et on essaye de savoir mais qui, pourquoi, où il va. Puis finalement, ça pourrait être quoi son destin? Et puis, on imagine. Et ce jeu, l'imagination, je pense que c'était vraiment le pivot du court-métrage. C'était ce personnage-là. Et de lui a découlé les autres. Oui. Et puis, c'était aussi... lui, finalement, il perçoit. Donc, il a des indices auditifs, olfactifs, etc. Et finalement, il nous offre sa vision de ces personnages. Et on peut même se poser la question, ce qu'on voit, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est simplement son filtre qui nous les fait voir le jeune homme lunaire joué par notre très cher compagnon ici présent, ou la jeune femme. Il y a aussi cette idée de est-ce que c'est la vérité? Et après tout, est-ce que c'est important que ce soit la vérité? Parce que ce qui en résulte, c'est une rencontre. Et après, les personnages, on les a construits l'un par rapport à l'autre, mais... naturellement finalement, parce qu'il y a toujours besoin de créer un équilibre entre l'étudiant lunaire et la femme pressée qui hésite, qui est dans un moment de doute sur ses choix. Donc voilà, ça s'est construit comme ça un peu. Et par rapport à ces personnages, je trouvais ça intéressant, c'est ce cercle qui est proposé avec ces 2 personnes qui sont attirées l'un envers l'autre et cette personne qui les observe. Je me suis permis une petite interprétation qui ne regarde que moi, où on aurait dit la représentation d'un désir mutuel, mais également d'un objet de désir, et à l'arrière, la conscience et le jugement de la conscience qui, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou quelque chose, nous dit « Non, mais c'est pas bien, tu fais pas bien, tu fais pas ça comme ça. » C'est hyper intéressant comme analyse. Et je me suis dit, c'est fou, car vous cristallisez la rencontre, comme vous dites. Et je me posais encore une autre question. Nous sommes en temps de Covid. Les bars et les restaurants sont fermés. Et vous nous montrez un court-métrage de 2 minutes 20 avec 2 personnes qui se rencontrent dans un bar. Y a-t-il un message conscientisé derrière ou est-ce tout simplement une coïncidence? Les deux. Parce qu'au moment où on a pensé le court-métrage, j'arrive même plus à voir le calendrier exact des événements, mais au moment c'est juin-juillet. Juin-juillet, voilà, et on ne savait pas trop ce qui allait se passer à la rentrée. Et on voulait un bar. Alors bien sûr, ce n'est jamais simple quand on écrit un... on s'est dit, bon, il faut viser le simple. Ah, un bar. Oui, c'est pas simple en fait de trouver un bar. Et ça aussi, ça a été une recherche hyper intéressante, trouver un bar. Et super rencontre aussi de la famille Vonnesch du Stack Michel, c'était sublime. Ah ouais, et incroyable encore une fois le champ des possibles pour reprendre le thème. Où on est allé bar après bar poser la question en temps de Covid. Donc leur dire, est-ce que vous êtes prêts à accepter une équipe de tournage dans votre espace et eux nous ont accueillis à bras ouverts et tellement avec beaucoup de générosité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est mis à tourner, on s'est dit quelle expérience extraordinaire de pouvoir faire ça dans un espace si riche et si symbolique. Un espace social. Voilà, la rencontre se fait dans ce genre d'espace au moment où partout il y avait la menace de la fermeture.
Est-ce que dans votre recherche de bars, il y avait quand même pas mal de bars qui étaient genre ultra réticents Oui. pour faire ça, Oui. ou il y en avait au contraire qu'il y en avait qui étaient en mode... Ils étaient très réticents quand Ok. même. Ouais. Il y avait une peur derrière quand même de... Ah, par rapport au Covid, non. Ouais, ok, pas d'accord. spécifiquement, je pense, Non, la réticence. Ok. Non, plus on débarquait pour leur dire on veut faire un film, ils nous regardaient, mais pourquoi? C'était très drôle. Ah, mais de toute façon, les tournages entre rencontres, entre rigolades, entre délires, c'est tout un événement. Alors, nous allons maintenant passer à une chronique, et je vous préviens, vous êtes juste à côté de moi. La chronique... Mais la porte est pas loin. oui, La porte est pas loin, c'est pour ça qu'on vous a mis là. la chronique du Sylvain d'épaule. Je ne peux plus le contrôler. Il est là. Il arrive. Non, non, non. Partez. Allez vous cacher. Courez. Il est là. Le Sylvain d'épaule. Les Sylvains d'épaule. Les Sylvains d'épaule. En ayant vu le court-métrage Extralucide, j'ai eu toutes les peines du monde à me concentrer. En effet, si ma vision se limite aux apparences visuelles, mes deux compères d'épaule ont un genre d'extralucidité. Ainsi, lorsque je vis ce bar, avec ses personnages rassemblés, je me suis dit « Oh, on dirait le bar où Jean-Paul Sartre rencontrait ses belles. Oh, on dirait le bar de la vidéo Jackie et Michel. Oh, mais non, non. » Donc je me suis dit « Qu'est-ce que la rencontre ? Et en quoi un fait si commun peut être philosophique, bien qu'en ce moment la rencontre est de l'ordre du rêve et de la complication. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Oh oui, c'est contraire à la réflexion. Oh, ça va. La rencontre, elle peut se décliner en divers degrés. Degrés dont l'importance peut se retrouver dans ce qu'elle apporte. Dans la rue, nous croisons des formes intangibles, n'atteignant pas notre cercle d'intimité. On voit l'autre, les autres, sans les regarder. Mais dès lors que notre regard accroche celui de l'autre, il se produit un événement particulier. Avant même que le positif ou le négatif ne se fixe, que le bénéfique ou le maléfique se présente, une connexion s'opère. Un pont est jeté au-dessus de l'abîme de l'inconnu séparant mon univers de l'extérieur. Nous l'avions vu lors d'une précédente chronique, la solitude permet d'acquérir la certitude de son existence, selon Descartes et son cogito. Néanmoins, ce qui ancre cette certitude dans la réalité et qui permet à notre rapport à soi de se déployer de notre espace intérieur vers le monde extérieur est l'événement de la rencontre. Rencontrer l'autre peut permettre de se retrouver soi-même, de parachever notre connaissance de soi. Cette réflexion est portée par le philosophe Husserl, fondateur de la phénoménologie, courant philosophique se vouant à analyser les phénomènes du monde pour eux-mêmes, ne les réduisant plus à de simples moyens. Lorsque Hegel, encore lui, publie sa phénoménologie de l'esprit, cette pratique est une méthode lui permettant de prouver sa thèse. Avec Husserl, cette méthode d'analyse se voit portée comme courant philosophique, quittant son statut d'outil logique. C'est un peu comme le BDSM, on passe d'une pratique exquise à une exquise pratique, à un courant esthétique. Oh, mais j'attends de voir tes outils logiques. Ah non, non, pas en public, attendez la fin pour votre dialogue platonique. Ainsi, notre chronique se veut être une phénoménologie de la rencontre. Que se passe-t-il dans l'infime portion temporelle où deux univers subjectifs et internes se croisent, voire même se touchent, au sein d'un monde objectif et externe ? Toujours selon Husserl, rencontrer l'autre me permet de prendre conscience que le monde extérieur, paraissant inatteignable et radicalement contraire à ce que je peux sentir en moi, n'est finalement que le prolongement de cette expérience, et que la rencontre ne me fait pas simplement sentir, mais ressentir. Mes sensations trouvent un écho dans ce que je peux lire et ce que je projette sur l'autre. Et c'est là que se joue la querelle philosophique. D'un côté, portée par Hegel, toujours lui, l'école affirmant que toute rencontre mène au conflit et à la volonté d'assimilation. Et de l'autre, portée ici par Husserl, bien que cette opposition ne soit pas officielle, la rencontre conduit à l'élévation, sans nécessité de suppression de l'autre.
Selon Hegel, la rencontre entre deux personnes se joue primordialement sur une guerre de conscience. Vaincre l'autre pour éviter de lui appartenir. Je me sens légitime d'exister librement que lorsque l'autre a disparu en tant que menace, disparu comme externe à moi. Il devient donc interne à moi. Il utilise d'ailleurs l'image d'une pomme. Je vous annonce donc, chères auditrices et auditeurs, vous êtes tous et toutes des pommes. Ah oui, toutes de belles et magnifiques pommes à croquer. Mais calmez-vous! Non, vous allez les terrifier. En effet, la rencontre est incertaine. On ne peut être sûr de ce que l'autre pense, et le réflexe logique de la lutte à mort des consciences que présente Hegel se comprend. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une fatalité, condamnant la rencontre à n'être que négative, malgré la peur, le doute et l'angoisse. Si ce point de contact entre deux psychés risque de provoquer des étincelles, celles-ci ne viennent pas de nulle part. Chaque souvenir fait appel à des sentiments et des sensations, positives ou négatives, qui se retrouvent exacerbées par l'autre, d'où la peur. À chaque fois que j'ai une autre conquête, je me demande toujours si elle pourra faire mieux que la précédente. Chut, pas le moment. Le danger de la rencontre n'est alors pas la rencontre elle-même, mais ce qu'elle risque de provoquer pour chaque individu. C'est alors que se présente à nous la situation d'extralucide, où nos protagonistes ont opéré la rencontre, mais le risque de l'avoir provoquée. Où nos protagonistes ont opéré la rencontre, mais le risque de l'avoir provoqué plus de mal que de bien les empêche d'opérer le contact. Par le regard se crée la rencontre, mais par le regard, elle peut se voir empêchée, et de là arrive le personnage principal qui... Silence! Tu nous fais digresser, tu vas spoiler. Oui, tu as raison. Avançons vers la conclusion. Récemment, un philosophe français a remis la rencontre au goût philosophique du jour, Charles Pépin, pour qui la rencontre est salutaire en ces temps de crise salutaire. La rencontre est une promesse, dit-il. Cette citation résume son œuvre qui tente de réinvestir l'espoir dans ce mot qui en perd au fur et à mesure des mois qui passent. Investir également du sens, car la rapidité de notre société, où la réponse aux émotions se doit d'être immédiate et où la valeur de la rencontre devient marchande. Pour se protéger et avec un souci de rapidité, les sites de rencontre permettent de virtualiser ce moment sans présence directe du regard, et se joue alors un paradoxe où l'autre, certes, reste mystérieux, mais ne sort pas de notre univers mental, du moins jusqu'à la rencontre réelle. Et c'est ce que je reproche aussi de rencontres, trop de fantasmes et de déceptions, alors que le réel, ça permet plus d'action. Mais tu te prendras surtout des sanctions. Bon, finissons. Avant de conclure, je vous propose 3 concepts de mode de relation à l'autre. L'empathie, partager les émotions d'une autre personne, être le miroir de ses émotions. La sympathie, comprendre ce qu'une personne ressent. On ne partage pas l'émotion, mais on comprend d'où elle vient. La compassion, le fait de s'en faire pour une personne. On désire aider cette personne, fait qu'elle se sente mieux, indépendamment du fait de ressentir de l'empathie ou de la sympathie. Et je rajouterai le 4e, la passion du con. On n'a rien entendu. En ce qui concerne les ouvrages, je vous recommande Les Méditations cartésiennes de Husserl et La rencontre, une philosophie de Charles Pépin. C'est ainsi que nous nous quittons. À la prochaine pour la chronique du Sylvain d'Épaule. Et la musique? Ah oui. Revenons dans les années 90, la période de l'électro, avec Electric City, The Music Instructor.